Bonsoir, bienvenue sur TV5 Monde et dans le magazine de l'art de vivre Nec Plus Ultra. Aujourd'hui, le programme a un peu la bougeotte, sommaire. Le grand boom du plus petit élément du vestiaire masculin. Les chemins de traverse d'une grande ville chinoise. Et en matière d'esthétique, stimulation n'est pas simulation. Nous commençons avec l'un de ces jeunes entrepreneurs dont nous raffolons pour leur enthousiasme, leur audace, leur créativité et la fraîcheur de leurs idées. Je vous présente Samuel Gassman. Il crée des boutons de manchette, vous allez voir pourquoi, et ça le fait, comme l'on dit, rencontre. Le bouton de manchette, c'est le détail qui change tout dans le cadre si strict de l'élégance masculine. Entre Samuel Gassman et le bouton, c'est une histoire de passion, à la fois esthète et artisan. Tous ces boutons sont l'objet d'une réflexion poussée sur les codes du vestiaire masculin, l'art contemporain et l'histoire. Les petites coquetteries font les grandes élégances. L'aventure des boutons de manchette a commencé par une recherche qui devait être un documentaire sur qu'est-ce que c'est un bouton d'homme. Comme j'étais journaliste à la base, je voulais aborder toutes les facettes de qu'est-ce que c'est un bouton. Dessine-moi un bouton, aurait demandé le petit prince à Samuel, et depuis, il n'a cessé de le satisfaire. Ça m'a amené au musée de la Nacre à Méru, où j'ai entrepris une recherche empirique sur un bouton. Donc on en a fabriqué un, et la forme de l'objet qu'on a produit s'apparentait curieusement à un bouton de manchette. Le bouton de manchette, pour moi, c'était quelque chose de l'ordre du gadget, un objet de mode, un produit dérivé de marque. Et je me suis dit, oui, mais ce petit objet, il peut être aussi quelque chose qui raconte une histoire. C'était comme une sorte de page blanche, parce qu'il était tellement sous-investi que moi, je l'ai vu comme un objet accueillant et qui pourrait éventuellement me permettre de raconter mes histoires à moi. 2500 boutons de manchette vendus en 2013, 40% de ces acheteurs sont japonais. Ces collections, toutes en matériaux d'exception et en savoir-faire créatif, rendent hommage à cette petite fantaisie masculine. Il y a eu celui pour le matin, celui pour le jour, celui pour le soir, celui pour le sport et celui pour la para. Une sorte de première collection qui s'est retrouvée à Paris dans une petite boutique. Et quelques mois plus tard, chez Berghoff Goodman à New York. Le fabuleux destin des boutons de manchette de Samuel Gassman prolonge une histoire qui débute en France au XVIIe siècle. On va fêter les 5 ans en septembre prochain, donc ça fait 4 ans et demi que je fais ça à plein temps, jour et nuit. Voilà. J'ai commencé par dessiner un lien. Ça m'a pris presque 1 an et demi. Et depuis presque 4 ans, c'est le même. Pour moi, il est parfait. Voilà, il ressemble à un pont. Et pour passer d'un pan d'une chemise à un autre pan, un pont, ça me semblait bon. Le bouton de sport, il est en porcelaine parce qu'on peut le peindre. Au tout début, je vendais des petits pots de vernis à ongles en disant vous pouvez mettre de la couleur avec les vernis à ongles et vous le passez à la machine à laver comme une assiette en porcelaine et vous changez d'équipe, vous mettez un nouveau numéro. Pour le paysage, le plaquage, je l'ai fait mat. Et du coup, au lieu d'avoir une porcelaine émaillée, on est resté à l'étape de biscuits et ensuite on les a plaqués en bronze, argent et or. Ça c'est celui que je porte. Ça c'est un plaquage en or. Et il est mat, il est parfaitement mat. Parce que je voulais aborder dans le cadre général du paysage quelque chose qui soit un peu autour de la terre. Qui soit presque un sans faute pour ce créatif qui transforme un simple bouton en bijou. Nacre, corail, ivoire, jet, porcelaine, il utilise tout ce qui a trait à la culture française. Et derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Ma femme, oui. Qui s'occupe de mettre de l'ordre dans la société, les bons de commande, la communication, la gestion. Quand j'ai 50 idées, elle me dit non, là, tu vas te calmer, t'en montres que 3. Et puis par rapport au thème, tout ça.
comme c'est quelque chose d'inutile, de futile, etc., pour moi, il faut qu'il aille dans le sens, il faut qu'il apporte quelque chose, donc du sens. C'est aussi ce qui définit des pièces d'art, c'est de se dire, cette pièce qui est inutile, j'en fais une œuvre d'art parce que je l'ai sélectionnée pour vous et vous raconter que moi, je ne peux pas faire aussi bien. Et donc, je vous la montre telle qu'elle est, merveilleuse. Désormais, chez un homme, il y a le regard, mais aussi le détail qui tue. Je vous emmène à Hong Kong faire quelques stops hors des sentiers battus avec deux jeunes Françaises, Clémence Trancard et Manon Thiano, qui nous ont fait faire quelques jolies découvertes et des rencontres très sympathiques visites. Hong Kong, hors des sentiers battus, ce sont les deux fondatrices du site Hong Kong Madame qui nous emmènent. Fondé en 2010 par Clémence Trancard et Manon Thiano, ce blog bilingue est une référence pour tous ceux qui souhaitent connaître les endroits branchés du moment de la capitale financière chinoise. Hong Kong signifie pont au parfum, du nom de cet ancien rocher quasi inhabité par lesquels des générations d'aventuriers anglais firent transiter des cargaisons de marchandises diverses avant de laisser place à tous les businessmen et self-made men de la planète. Malgré sa rétrocession à la Chine en 1997, Hong Kong continue de cultiver une identité particulière. Un petit tour en bateau, un déjeuner sur le pouce, des galeries très françaises et un grand musée pour l'avenir. Clémence et Manon nous font découvrir tous leurs bons plans. Quand on est arrivé à Hong Kong, on s'est dit que ça manquait en fait un site en français, parce que c'est vrai qu'on est souvent un peu feignant en tant que Français de lire en anglais, et on se disait qu'il manquait un guide où on pouvait trouver des bons plans, à la fois quand on arrive à Hong Kong et puis après pour le quotidien ici. Au départ, c'est beaucoup nous qui avons arpenté Hong Kong en long, en large et en travers. On a envie de partager en fait ce qui nous plaît, de sortir un peu des parcours ultra classiques qu'on peut trouver dans n'importe quel guide, en effet. C'est par la légendaire rivière de Perles que nous commençons cette visite à bord d'un bateau pas comme les autres où il fait bon regarder Hong Kong de loin. Le Michelangelo c'est un bateau, donc c'est pas un yacht, c'est pas un gros bateau à moteur, c'est une jonque, un bateau en bois et réaménagé de manière très luxueuse. Alors c'est très joli, vous pouvez y dîner, il y a un très beau pont supérieur pour avoir une vue et profiter d'une journée aussi ensoleillée comme aujourd'hui. Avec la montée des eaux, les bateaux pourraient bien être les biens immobiliers de demain. Après avoir eu un peu une mésaventure immobilière aux États-Unis, donc on était un peu dans l'optique d'acheter quelque chose. Et quand on l'a découverte, on a été assez séduit par la qualité de la construction, par son caractère ancien. Et c'est assez rare à Hong Kong de voir des choses comme ça. C'est une ville qui est très bétonnée, construite à la va-vite, avec pas un énorme confort. Donc voilà, c'est une histoire, on l'a acheté un petit peu sur un coup de cœur. On leur propose donc la location du bateau plus un service de catering. La location du bateau, ça peut être en journée, surtout les week-ends, ou en soirée, semaine ou week-end également. Et puis on peut aussi proposer aux gens de coucher sur le bateau. On a la possibilité de coucher 9 personnes dans 5 cabines. Mais revenons à présent sur la terre ferme pour entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le déjeuner. Je suis restaurateur, grandi en Suisse, étudié à l'école hôtelière de Lausanne, depuis 6 ans à Hong Kong, et voici mon premier restaurant. Les tribulations d'un Suisse en Chine vivent le syncrétisme en cuisine. Ça fait 6 ans que j'habite à Hong Kong, 6 ans que je mange des dim sum. Et je me suis dit, tiens, essayons d'associer les dim sum avec des goûts européens. Et c'est là où l'élaboration des menus est très intéressante. Et c'est là où on a essayé d'associer, en pensant à des plats qui étaient connus comme le ratatouille, comme le brie aux truffes. Le ratatouille, ne connaît pas, ce doit être un plat chinois. Les Chinois sont très intéressés, ils veulent découvrir. Le Man Mo est un café aussi bien pour les Français que pour les Hongkongais. Et la cuisine française est à Hong Kong bien représentée. Certainement pas aussi bien que la bonne cuisine chinoise en France. On a eu la chance de trouver un espace qui pour Hong Kong est très grand, avec une grande hauteur de plafond et beaucoup. On a travaillé en fait sur la luminosité. C'est très épuré, donc ça permet de recevoir les artistes de façon temporaire.
Et en ce moment, c'est Harold de Puymerin qui montre ses photos sur les murs du restaurant. La chose en fait qui est drôle dans cette histoire, c'est que j'étais pas foncièrement, si vous voulez, photographe dès le début. C'est un amour qui est né et une passion qui est née à Hong Kong et grâce à Hong Kong. Concours de circonstances, on m'a offert un appareil photo quand j'ai eu 30 ans. Et depuis ce jour-là, je me suis amusé à sortir avec mon appareil et vraiment, littéralement, à mitrailler tout ce que je voyais. Et aujourd'hui, j'en ai fait mon métier. Les immeubles se répondent à eux-mêmes dans cette ville totale qu'imagine Harold de Puymerin. L'idée de cette série qui s'appelle Inception, dans laquelle je propose quelques clichés dans un restaurant effectivement à Hong Kong, c'était de donner un Hong Kong original, différent, qui pose des questions et qui donne vraiment un côté très artistique de la ville. Et une fois de plus, on va sortir encore du Hong Kong traditionnel. Les photos qui ont été prises dans des quartiers qui ne sont pas courants. Donc c'est en fait une double impact. On n'arrive pas à savoir que c'est Hong Kong. On reconnaît certainement. Peut-être des gens vont vous dire « Ah mais attendez, je suis déjà passé par ici, mais pourquoi on a renversé, etc. etc. » Le concept était en fait de faire... C'est une technique photographique très connue, c'est un effet miroir. Et continuons cette traversée volontairement arbitraire de Hong Kong par la visite de la très française galerie Édouard Malingue. Ce sympathique et timide galeriste a ouvert en 2010 avec la plus grande exposition Picasso jamais faite à Hong Kong. Il met également en avant le travail d'artistes contemporains. Continuons dans ce registre par la visite de la galerie Perrotin. Les Chinois, les Hongkongais sont très en demande de tout ce qui est... qui sort justement encore une fois de tout ce qui est classique. Et ils sont assez en demande d'art un peu plus trendy, entre guillemets. Ce qui va être très en vogue en France, ils auront envie que ce soit très en vogue ici, en fait. La péninsule de Kowloon fait face à l'île de Hong Kong et forme la deuxième moitié de cette métropole mondiale. C'est l'endroit de la planète avec la plus forte densité de population au monde. Kowloon était initialement un quartier populaire arbitrant des émigrants de Chine continentale. Aujourd'hui, elle porte un projet phénoménal, celui d'un quartier culturel unique au monde. Je pense que dans un sens, ce que nous essayons de réaliser, c'est un musée qui est le même type d'acquisition que le Centre Pompidou, ou la Tête moderne, ou le MoMA à New York, tout en mettant en place une perspective asiatique et en particulier chinoise. Nous ne sommes pas seulement un musée d'art, mais nous sommes aussi un musée de culture visuelle, ce qui veut dire que nous collectionnons et montons du design, de l'architecture et ce que nous appelons images en mouvement, cinéma et autres disciplines. Les gens sont très enthousiastes, c'est donc génial, très amusant. Et le soir venu, on se dit qu'une telle cité n'a pas fini de nous embarquer. Plus de 200 000 femmes traitées par jour et dans le monde. Bon score pour une technologie qui se pique de diffuser de bonnes ondes. Depuis plus de 26 ans, LPG System conçoit et produit des appareils pour les soins esthétiques, la minceur et la rééducation tissulaire. Présent dans plus de 110 pays, cette société est le leader mondial de la stimulation cellulaire. Sous la forme d'un petit appareil, cette technologie s'attaque aussi bien aux rides qu'aux formes girondes. Très vite, on s'est rendu compte des applications qu'on pouvait avoir dans les domaines de la beauté. Et nous sommes d'ailleurs très connus pour la cellulite et son combat quotidien pour nous les femmes. Et aujourd'hui, on a également cette nouvelle technologie pour les soins du visage en dermolift, qui est une véritable révolution. Pourquoi faire de la chirurgie esthétique quand un petit coup de pouce suffit à la nature pour se régénérer ? Un tableau de soins qui vont donc déterminer des actions qui sont détox, travailler sur l'éclat, le regard et lèvres, donc deux zones là associées, un soin anti-âge repulpant, donc qui aura une action plus spécifique sur la production d'acide hyaluronique, qui redonne l'épaisseur, le galbe et le repulpé à la peau. C'est le principe du massage pincement jaqué, mais avec une intensité décuplée. Et on peut dire qu'on s'est un peu inspiré de techniques manuelles existantes, mais depuis 28 ans, vous imaginez bien qu'on les a largement dépassées. Et qu'aujourd'hui, les utilisateurs de nos technologies, qui auraient pu avoir peut-être des doutes à utiliser une machine et non pas leurs mains, se rendent vraiment compte de l'utilité du geste associé à leur connaissance
pour pouvoir être extrêmement précis et donner des résultats naturels et très, très importants. La stimulation cellulaire se fait en 2 dimensions, verticale pour la profondeur d'action et horizontale pour agir sur la cellule. En fait, c'est un micromoteur et c'est le principe des mouvements un peu perpétuels qu'on retrouve dans l'horlogerie. C'est une zone ovale qui va permettre d'écarter le clapet, le refermer, l'écarter, le refermer. Et pour avoir l'étanchéité totale, donc on ferme la chambre. Et à partir de là, ça c'est pour la stimulation au niveau du collagène, l'élastique, c'est quelque chose d'extraordinaire. La dernière génération d'appareils sortis en 2013, le CELU M6, prodigue un soin minceur et anti-âge de haute précision. Une technologie de pointe au service de la peau. Avec ce système, beauté rime avec santé à la seule condition que la thérapeute soit vraiment bien formée. Ces études prouvent une amélioration donc, de la lipolyse pour la partie du corps de plus de 70%. Donc, ce qui veut dire qu'on déstocke naturellement ces graisses localisées de façon naturelle en les augmentant de 70%. Donc ça, c'est quand même quelque chose de majeur. Et également, au niveau du visage, nous venons d'avoir une nouveauté mondiale avec une étude qui a été conduite par le professeur Humbert du CHU de Besançon, où on a pu faire des biopsies sur le visage pour évaluer nos résultats et où nous augmentons la production naturelle de collagène, d'élastine et d'acide hyaluronique de plus de 80%, ce qui est quelque chose d'inimaginable parce que personne ne peut faire ça. La stimulation n'a donc rien à voir avec la simulation. Sur toutes les personnes que l'on traite, il y a une réaction immédiate à cette stimulation qui va être tant dans l'éclat, d'ailleurs, qui se verra sur les différents points sur le moment et ensuite va perdurer dans le temps, tant sur le lissage de la peau, le grain de peau qui va devenir plus refermé, plus tonique, une peau qui se repulpe, la forme même du visage pendant le soin se modifie. Être belle naturellement, c'est quand même vachement beau. On a de la chance de pouvoir dire ça. Et oui, la nature a une beauté qu'aucune chirurgie ne peut remplacer. Vous retrouverez toutes ces adresses sur notre page Facebook. La définition du luxe aujourd'hui, c'est le créateur de mode, Chris Van Asch, qui va nous la donner. Mais aujourd'hui, c'est décidément le choix, d'avoir le choix. Parce que le choix, c'est la liberté, de toute façon. Merci de nous avoir suivis. Merci au Mini Palais de nous avoir accueillis. En attendant, on essaye de savoir quel est le bon dress code pour être la plus belle pour aller dîner. Au revoir. Bien choisir une robe, c'est choisir une robe de circonstance. Si vous êtes invité à un cocktail, à une soirée, veillez bien à respecter les consignes. En réalité, vous avez donc soit la tenue de ville qui est le synonyme de tenue de cocktail, donc qui demande une tenue un peu élégante mais absolument pas habillée. Une tenue de ville, ça veut dire que ça peut être en sortant du bureau, mais vous avez un tailleur un peu plus élégant que le jour où vous n'avez pas de soirée ou de cocktail à la fin de la journée. Vous pouvez mettre un bijou, bon, pas trop important non plus, mais qu'on voit que vous avez fait un effort. Si vous aviez des bottes pendant la journée, rien ne vous empêche d'avoir une paire d'escarpins dans votre sac et de les mettre en arrivant. En revanche, la tenue de soirée, c'est une tenue très habillée. On met sa plus belle robe, on va chercher ses bijoux au coffre s'il le faut. Il y a quelques années, c'était obligatoirement robe longue. Aujourd'hui, c'est vrai qu'une robe sous le genou ou au genou, très habillée, décolletée avec de beaux bijoux, ça passe très bien aussi. Pour les hommes, lorsqu'il est indiqué tenue de ville, cela signifie costume sombre, chemise claire, a priori chemise blanche. Et cravate. Cravate sombre, généralement jamais noire, puisque la cravate noire est réservée aux enterrements. Pour la tenue de soirée, très souvent, il est ajouté cravate noire pour les hommes. Bien sûr, ne jamais se fier à ce terme de cravate noire qui en réalité veut dire smoking. Il est vrai qu'avec un nœud, il fait bon papillonner.